Viens Techno. ici. Ça grelotte. Moi, la convulsion de ce monde, c'est le fou, c'est le vent fou gagnant dans mon inversion parlante. C'est l'animal qui nous mène, qui m'a de tout donné, qui m'a donné à tout. Je suis l'agitation immense dans la panse de mon orignal, des lumières vagues, chères, éclairées, infra, supra, à l'état d'être des épuisements. Je suis dit partant de voix, partant de croix, je suis l'ultime et peut-être pas. Quand on écoute bien, quand on est là pour écouter, on est là plus encore. Rejouer sur mes lèvres, ta face de voix casquée pour dimanche, dortoir lunaire, t'aimer dans ce défi de peau et contre. Il est clair que nous courons... Tandis que des coulées de matière innommée s'éveillent d'un sommeil absent de tout rapport. Le vent souffle, le courant frémit. Pour voir en écoutant les choses tourner. Dans le sous-sol d'une maison, dis-je, de la rue Kerouac. Pince. Eugène Fink, il dit « Chris, tu sais que ce n'est pas facile. » Les moteurs étaient dans la parturition de questions de synthèse. Viens ici. Techno. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce 24e webinaire du Forum Mutation. Un score impressionnant qui couvre une diversité de sujets. On vient d'assister à une présentation fascinante et fort intéressante autour des activités des éditions Alto. Et on accueille maintenant Simon Dumas de Production Rhizome, il en est le directeur artistique fondateur. Mais avant tout, je voudrais mentionner que ce forum est organisé par Topo, Centre d'artistes en art numérique, actif depuis plus de 20 ans dans l'exploration du récit et de la fiction multimédia, du récit numérique, du projet multimédia en relation avec les arts visuels, etc., à travers une pratique interdisciplinaire et interculturelle. Je voudrais vous mentionner que le forum est enregistré. Donc, si vous ne voulez pas que votre vignette apparaisse dans la vidéo, on vous invite à désactiver votre caméra. On souhaite aussi remercier le Conseil des arts du Canada pour le soutien à l'organisation de ce forum. Alors, Simon Dumas est un collaborateur d'assez longue date de Topo. Alors, on explore des champs fort cousins. On a des collaborations communes. On souhaite continuer à élaborer des projets en commun et collaborer. Et c'est avec grand plaisir que je lui cède la parole pour clore le dernier webinaire du Forum Mutation. Alors, bienvenue, Simon. Merci, Michel. Bonjour à tous. Merci
à l'agence Topo pour l'invitation. Merci à, à Alto pour la très, très belle présentation qui a précédé. Je vais tout de suite partager mon écran tandis que j'y pense, n'est-ce pas? Allons-y, allons-y. OK. Et voilà, ça fonctionne bien? Oui, oui. Oui? OK. Moi, je me vois. Ça marche. Et donc, c'est la troisième fois que Michel, il me semble que c'est la troisième fois que Michel m'invite à aborder des enjeux numériques en lien avec la littérature. Il m'avait invité aussi dans le cadre de bootcamp en littérature numérique. Et je suis juste un tout petit peu étonné qu'il me réinvite parce qu'il me semble que, à force, Michel doit savoir que je me présente à vous un peu comme un imposteur, en fait. Parce que, à travers mon travail, qui, c'est vrai, bon, moi, je suis poète par ailleurs, j'ai publié des livres de poésie, les plus récents sont aux éditions de l'Hexagone, mais c'est vrai que mon travail artistique s'exprime surtout à travers Rhizome. Et en près de 20 ans, la mission de Rhizome n'a pas énormément évolué. C'est-à-dire qu'elle n'a pas changé. Donc, la mission, le mandat demeure le même. Si je devais le résumer en une seule phrase, quand, lors d'une soirée mondaine, je n'ai pas trop envie d'en parler, que je vais faire très, très bref, la formule la plus concise que j'ai trouvée, c'est Rhizome met en scène des écrivains. Si je veux développer un peu, je dirais qu'on met en scène des écrivains en les invitant à participer à un processus collaboratif de création qui s'articule autour d'un principe de rencontre et donc de rencontre interdisciplinaire. Un artiste d'une autre discipline artistique que la littérature rencontre un texte et l'auteur ou les auteurs de ce texte-là. Des auteurs de textes littéraires qui ne sont peut-être pas habitués à d'autres processus créatifs que celui de l'écriture, de la solitude de l'écriture, rencontrent des artistes d'autres disciplines, s'ouvre alors un espace de dialogue, parfois de négociation, où ils doivent travailler ensemble pour trouver un nouveau langage commun qui va être le langage de leur proposition artistique commune. Et puis, c'est vrai que dans la plupart des cas, je dirais dans 90% des productions de Rhizome, là, on voit ici là, la déclinaison des différents logos de Rhizome à travers les années. La destination est le plus souvent le spectacle, donc les arts vivants. Ceci dit, malgré le fait que je ne m'intéresse pas spécifiquement aux questions numériques, je dois admettre que le développement de Rhizome, et donc de ma carrière, a fortement profité d'opportunités de différentes natures permises par l'essor des technologies qu'on disait alors nouvelles, et ça, bien, sur le plan organisationnel. Donc, ce n'est pas la pandémie qui a rendu le télétravail possible. Déjà, dès les années 90, la délocalisation et la dématérialisation avaient commencé et rendaient très facile le télétravail. Donc, les 7 premières années de Rhizome, je travaillais de la maison. Le courriel, c'est une révolution dans le monde du travail qu'on ne doit pas minimiser. Et puis, au début des années 2000, Bell offrait un service. Quand tu appelais au numéro de Rhizome, ça sonnait dans un ordinateur chez Bell qui jouait au répartiteur d'appels. En faisant le poste 1, ça sonnait chez moi. En faisant le poste 2, ça sonnait chez Yannick Renaud à Montréal. Et l'appelant n'y voyait que du feu. Donc, vous allez voir que dans cette présentation, en fait, que je vais faire, Michel m'avait demandé de parler du projet Vocalité vivante, de Wikipédia, des projets de Rhizome en général. Je vais assez peu parler de projets de Rhizome, finalement, et puis je vais partager avec vous des réflexions qui me viennent à travers mon travail, en fait. Donc, j'espère que je ne serai pas trop hors propos. Donc, j'ai parlé d'opportunités organisationnelles. Si 7 ans plus tard, on s'est enfin loué des locaux pour installer des bureaux, c'était davantage pour des questions de standing et de lutte contre le sédentarisme. C'est vrai que quand tu te lèves le matin, tu fais 3 pas, puis tu arrives sur ton lieu de travail, ce n'est pas très actif.
que pour des raisons organisationnelles. Mais évidemment, les technologies numériques qui n'étaient pas tant associées au web au départ, ça a permis d'autres choses sur le plan artistique aussi. Ça a permis aux petits culs que nous étions alors de nous amuser avec de l'audio, de la vidéo, toutes sortes de médiums qui, pas longtemps auparavant, nécessitaient de grands studios très onéreux. Et donc, je dirais que le premier impact qu'a eu les technologies numériques sur notre travail, c'est vraiment la démocratisation des moyens de production. Puis ça, c'est un sujet qui a été abordé maintes fois par le passé, mais c'est un fait indéniable et très, très important. Cette démocratisation-là des moyens de production, ça a permis, entre autres, Kino, qu'Antoine a mentionné tout à l'heure. Donc, ces courts-métrages produits en un mois et présentés à la fin du mois à un public d'amateurs. Le credo de Kino, c'était « faites bien avec rien, faites mieux avec peu ». C'est la démocratisation des moyens de production qui a permis ça. Donc là, l'image que j'ai mis là, donc je fais une autre parenthèse pour saluer le diaporama d'Alto qui était vraiment plus beau que le mien. C'est mon premier PowerPoint à vie. Donc, l'image que j'ai mise là, c'est le premier logiciel de mixage vidéo qu'on a utilisé. Donc, déjà, dès 2003, les menus étaient exclusivement en japonais. Il fallait deviner un peu quelles étaient les fonctions, procéder par essai-erreur. Et donc, c'était un logiciel parmi d'autres qu'on peut avoir dans notre ordinateur qui, celui-là, remplaçait une machine, matériel qui avait une seule fonction, à savoir mélanger de la vidéo. Mais outre la démocratisation des moyens de production, le numérique va nous permettre de rapprocher les arts en interconnectant les médias. Et donc, quand j'ai parlé de la démarche de Rhizome, qui est la même depuis le début, en fait, donc de faire en sorte que des écrivains rencontrent des artistes d'autres disciplines et travaillent ensemble. Donc, quand on dit le mot interdisciplinaire, ça veut dire qu'on invoque donc, une constellation de différentes disciplines artistiques, et cette constellation-là peut varier selon les projets. Malgré le fait que dès le début de Rhizome, la destination était presque toujours, à 90% des cas, le spectacle, on ne s'est pas intéressé de prime abord au théâtre, ni même aux autres arts vivants. Je me suis d'abord intéressé aux arts sonores, surtout Marc Doucet, avec qui j'ai fondé Rhizome, s'intéressait particulièrement aux formes radiophoniques. Et moi, je m'intéressais particulièrement au cinéma. Prenons l'exemple du cinéma. Pourquoi le cinéma pour commencer, alors que la destination de la démarche est le spectacle? A posteriori, je peux comprendre que le cinéma me semble beaucoup plus proche de la littérature que le théâtre. Donc, quand on y pense, il y a l'espace plane ou la surface plane de la page et la surface plane de l'écran. Un lecteur se projette dans la page et jusqu'à en oublier le contexte, donc le lieu dans lequel il est en train de lire, de la même façon que le spectateur est absorbé par l'écran dans la salle obscure de cinéma. Il y a une absorption, une qualité d'absorption du cinéma et de la littérature. De la même façon, il me semble qu'il y a un rapport au temps qui n'est pas celui du théâtre. Donc, le rapport de la lecture, le rapport au temps de la lecture n'est pas celui du cinéma, mais quand même, il y a un rapport au temps avec les analepses et les prolepses qui est plus proche, en tout cas, entre la littérature et le cinéma, c'est plus proche qu'avec le théâtre où il y a la durée fixe de la représentation, malgré le fait qu'il y a la durée fixe aussi du film. Et puis surtout, il y a cette même déconnexion dans l'espace et le temps, à savoir que l'écrivain, écrivant son œuvre, est dans un autre lieu et un autre temps que le lecteur qui découvre cette œuvre-là. Et tu as la même chose au film. Il y a la coupure dans l'espace et le temps entre le producteur de l'œuvre et son récepteur.
alors que le théâtre, c'est l'art de la rencontre, de la simultanéité, d'être ensemble dans un même espace-temps. Et c'est là où le théâtre se joue, en fait. Et ça, cet écart-là entre, j'ai envie de dire, les arts en 2D, donc pareil, la littérature et le cinéma, la troisième dimension se déplie dans l'esprit du lecteur, ce qui n'est pas le cas au théâtre, où la troisième dimension est immédiatement abordable. Donc cet écart-là, moi, ça me prend des années pour l'aborder, là. Donc dans la diapo précédente, vous avez vu des images fixes, en fait, de la version installation d'un spectacle que j'ai créé en 2008 qui s'intitule Fade Out et que l'agence Topo a présenté dans le cadre de sa série Spoken Screen, Sortir de l'écran. Donc, Michel disait qu'on était des collaborateurs de longue date en 2011 à la Cinémathèque québécoise. Ce projet-là, Fade Out, en fait, on voit l'écran ici, l'écran de petite dimension. C'est le premier projet dans lequel je prends conscience que l'écran, parce que j'avais tellement travaillé avec l'image toutes ces années-là, que ma réflexion sur l'espace se développait autour de l'écran, en fait. Donc, c'est la première fois que je prenais conscience que l'écran, vous allez dire c'est basique, c'est fondamental, mais en tout cas, c'est aussi très niveau 101. L'écran est un objet dans l'espace de la représentation, ou on pourrait aussi dire que l'écran est un accessoire de théâtre quelque part. L'écran, l'objet écran, pris en lui-même, détaché de l'image qu'on projette dessus, est déjà signifiant. Et quand on crée un spectacle qui met en scène de l'image, il faut prendre en considération le fait que l'objet écran est signifiant. Et pas prendre en considération seulement l'image qu'on projette dessus. Et de là, il n'y avait qu'un pas à faire pour me rendre compte que le corps du poète, le poète comme support de l'œuvre littéraire, et ça, j'y reviendrai, est aussi un objet signifiant dans l'espace. En fait, tous les objets qui sont dans l'espace de la représentation sont des objets signifiants dans un espace 3D. Et c'est ça l'écart dont je parlais avec le théâtre, qui va me prendre des années à aborder, tout simplement parce que je ne suis pas un imposteur seulement que pour cette présentation, mais en général, dans mon travail, je suis un littéraire qui s'amuse avec les coffres à outils des autres, en fait. Dans ce projet-là, Fade Out, on questionne l'image aussi. Et donc, c'est un poème de moi qui est une description d'une photographie que j'ai prise, qui a existé, qui est issue de ma biographie personnelle. Et donc, qui réfléchit sur le fait que de prendre la photo transforme une première fois l'objet de la photo. Donc, le seul fait de le photographier, de le cadrer, il est transformé une première fois. Ensuite, je vais perdre la photo dans un vol d'ordinateur. Et donc, je vais me souvenir de la photo dans la suite de l'écriture du texte. Et la mémoire transforme une seconde fois l'objet de l'image. Et le texte réfléchit là-dessus avec une réflexion beaucoup inspirée d'Andrea Michaud sur le champ et le hors-champ. Donc, il fallait que l'écran soit relativement petit et qu'on le voit immédiatement, qu'on le perçoive immédiatement dans un espace de la représentation pour pouvoir jouer avec le champ et le hors-champ de l'image, qui est un peu l'équivalent en littérature de ces trouées du texte. Je dis souvent que la poésie est un genre plus troué que les autres, de ces espaces vacants du texte qui permet au lecteur d'y projeter son imaginaire. Donc, j'ai parlé de rapprocher les arts en interconnectant les médiums. C'est quelque chose qu'on a exploré aussi dans Fade Out. L'idée, c'était de pouvoir interconnecter, créer des chaînes de contraintes entre des médiums. Donc, qu'un geste devienne une image ou qu'un son devienne une lumière, etc. Et ça, les technologies numériques le permettent. Et je dirais que les 10 premières années de Rhizome jusqu'à peu près là, 2011, ont vraiment été des années d'expérimentation, d'exploration, des possibilités du numérique, où on était plutôt en réaction. On se disait, ah, voilà, les technologies permettent de faire ça.
Alors, essayons ci, essayons ça, pour voir comment est-ce qu'on peut créer du sens en créant telle ou telle contrainte de façon plus ou moins artificielle. Et donc, par exemple, dans Fade Out, c'est le contrebassiste qui contrôle les éclairages. On avait créé un petit logiciel qui repérait les fréquences et donc les notes. On avait assigné à telle et telle note tel et tel projecteur lumière. Et c'était le volume de la note qui déterminait l'intensité de la lumière. Et ce qui est intéressant, en fait, parce que pour le spectateur, c'était assez transparent ou invisible, c'est-à-dire que le spectateur ne se rendait pas compte que le contrebassiste contrôlait les éclairages. Par contre, il pouvait peut-être trouver, plus ou moins inconsciemment, que les éclairages étaient vraiment bien synchronisés avec la musique. Mais ce qui était intéressant, c'est sur le plan, dans le processus de création, donc en amont, le contrebassiste est obligé d'adapter sa musique aux besoins en éclairage du spectacle, qui est un très court spectacle performance de 17 minutes dans ce cas-ci. Et donc, cette phase d'expérimentation-là, elle va continuer, c'est-à-dire qu'on a, à travers d'autres projets, on a essayé tout ce qui est capture de mouvement, interactivité et toutes ces choses-là. On s'est un peu calmé là-dessus parce que c'est vrai qu'il y avait un enthousiasme, j'ai envie de dire, dû à la nouveauté. Dire, ah, on peut faire ça, essayons-le. Donc, on essaie toutes sortes de choses pour, par la suite, se recentrer vraiment sur des questions plus dramaturgiques et puis de continuer de déplier ce que j'ai découvert sur le tard, à savoir ce que ça implique que d'être dans un espace et un temps, autrement dit, un support tridimensionnel et axé sur la rencontre avec un public, qu'est la représentation, au sens théâtral. Et à partir de cette même année-là, 2011, le besoin qu'une pensée critique accompagne la pratique va se faire de plus en plus sentir. Et l'événement qui va être l'impulsion de ce sentiment-là, de ce besoin-là, c'est le Forum sur la création littéraire au Québec, qui va être organisé par le Calque et qui va se tenir à la Grande Bibliothèque, qui était un premier forum du genre, une première rencontre du genre en 20 ans, où tout le milieu littéraire québécois se rassemblait pour faire le point sur où en est la littérature aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, ce genre de choses-là. Donc, c'était certainement une première pour moi, étant donné que ça faisait à peu près 10 ans que j'étais actif dans le milieu. Et de fil en aiguille, ce besoin-là va continuer de se faire sentir et puis ça va donner des textes de réflexion sur la pratique, sur la littérature et l'interdisciplinarité, sur la littérature et les arts vidéo, par exemple, que je vais écrire. Et ça va aussi aboutir à des colloques qu'on va organiser avec le CRILC, en tout cas des hybrides entre colloques et mini-festivals qu'on va appeler Écriture. On va présenter de la performance littéraire, puis il va y avoir des allocutions faites par des professeurs de différentes universités qui vont éclairer ces performances-là. Et ça va surtout, on va surtout en arriver à la tenue de rencontres sectorielles qui vont avoir lieu en 2019 et 2020, des rencontres sectorielles des arts littéraires. Donc, je dis arts littéraires, mais en 2019, ça ne s'appelait pas rencontre arts littéraires, ça s'appelait rencontre paroles vivantes et c'était co-organisé par le regroupement du conte au Québec. Et c'est lors de cette première rencontre sectorielle qui rassemblait 60 personnes, programmateurs de festivals, directeurs de centres d'artistes et artistes de partout au Québec et de l'extérieur du Québec. C'est lors de cette première rencontre, celle de 2019, qu'on va se mettre d'accord sur le terme art littéraire. Nous, à Rhizome, on disait plutôt littérature vivante parce que c'est vrai que, comme je le disais, que 90% de nos projets, la destination, c'est le spectacle, donc les arts vivants. Donc, littérature vivante, comme on dirait, spectacle vivant, mais c'est un sens précis qui n'englobe pas toutes les pratiques possibles, qui n'englobe pas, par exemple, toutes les pratiques numériques, justement. Alors, ce qui est bien avec le terme d'art littéraire, c'est qu'il est extrêmement inclusif. Et donc, on peut mettre là-dedans tout ce qui est performance, tout ce qui est oralité,
mais aussi tout ce qui est à l'écran, hypertextuel, nouvelle narrativité, et jusqu'au livre. Le livre de littérature rentre dans les arts littéraires. Et donc, ce qui est intéressant avec le terme art littéraire, c'est que contrairement à livre, les arts littéraires, c'est nécessairement de l'art et c'est nécessairement littéraire, tandis que le livre, ben, ça peut être un livre de recettes. Parallèlement à la tenue de ces rencontres sectorielles-là, et puis Christiane en a parlé, il y a eu le projet soutenu par le programme Stratégie numérique du Conseil des arts du Canada, le volet littératie numérique, un projet de communauté de pratique virtuelle portant sur la place et la posture de la littérature québécoise en ligne. Donc, j'ai mis place et posture en italique parce que c'était aussi le titre du projet. Et là, l'idée de ce projet-là, en fait, ou l'impulsion, ce qui a fait qu'on l'a mis en place, c'est qu'en plus d'avoir ce besoin qu'une pensée critique accompagne la pratique ou l'expérimentation, il y avait cet autre besoin qui se faisait sentir de plus en plus fort, de prendre un pas de recul par rapport au numérique, puis de s'extirper de la réaction. Donc, de cesser d'être en réaction par rapport aux nouvelles technologies, nouvelles fonctionnalités qu'on nous proposait, de prendre un pas de recul et se dire, bon, ça implique quoi? Mais vraiment, là, à tous les niveaux. Donc, dépasser les questions de droit, de distribution du livre, etc. Quels sont les impacts sur la création? Quels sont les impacts sur la lecture? Quels sont les impacts sur la société en général? Et donc, dans le cadre du projet, on avait identifié 5 grands sujets qu'on avait appelés des piliers. La création, évidemment, c'est un sujet important. Puis la création, ici, elle prend 2 sens. Donc, tu as la création de littérature numérique, donc à savoir tous ces gens qui ont fait des expérimentations à l'écran, hypertextuel, interactif, etc., depuis une vingtaine ou même une trentaine d'années, mais aussi la création tout court. La création de toute littérature, comment est-elle impactée par les technologies numériques? Donc ça, c'était le premier sujet. Le second sujet, c'était la reconnaissance. Et là, on revient aux pratiques numériques ou alternatives. Comment se fait-il que ne sont reconnus comme écrivains la plupart du temps que ceux qui publient des livres? Donc, c'est-à-dire que l'accession à la reconnaissance par les pairs passe beaucoup encore aujourd'hui par l'édition. Enfin, c'était une question qui était soulevée. C'est peut-être en train de changer. On voulait se pencher là-dessus. La découvrabilité, grosse question aussi. Donc, ça, Christian en a parlé. La pérennisation, surtout des œuvres qui ne sont pas des livres. Donc, comment est-ce qu'on les conserve? Et la littératie. D'ailleurs, ce sujet de la littératie, moi, qui m'a pris quand même 1 an et demi à comprendre ce qu'on voulait dire par littératie numérique, puis encore aujourd'hui, je ne suis pas certain. Ce thème de la littératie a ouvert et conclu le projet de communauté Place et Posture avec un texte en fin de projet de Marielle Lehmann et une conférence en début de projet de Marielle Lehmann. Le texte de Marielle, celui qui a conclu le projet, s'intitule « La littératie numérique est un enjeu de pensée et non de technologie ». Vous pouvez le lire, ce texte-là, sur le site de Rhizome. Et donc, ben là, Marielle prend évidemment ce pas de recul. Ce mot de technologie dans le titre, ça m'a rappelé une phrase que justement j'avais entendue lors du forum, donc j'avais entendu presque 10 années plus tôt, lors du forum sur la création littéraire au Québec en 2011, que j'avais entendu de la bouche de Daniel Canty. Daniel nous rappelait que le livre aussi est une technologie. Une technologie très ancienne, puisqu'elle a plus de 400 ans maintenant, et qui est devenue invisible, tellement qu'on confond cette technologie avec ce qu'elle sert, donc le plus souvent une œuvre littéraire, mais aussi tout texte, tout message. Et donc, ça m'amène à partager avec vous une expression ou une phrase que j'ai maintes fois entendue, soit en réunion ou en comité, où quelqu'un dirait, par exemple, telle politique culturelle s'adresse à tous les secteurs, le secteur du théâtre, le secteur de la danse et le secteur du livre. Donc, on a une pratique et un support. Comment se fait-il qu'on en est venu à confondre une pratique artistique de la littérature avec son support
certes traditionnel, institutionnel et hégémonique, mais un support parmi d'autres quand même. Donc, si je reviens à Muriel Lehmann, il faut que je coche des choses que j'ai dites. Si je reviens à Muriel, lors de sa conférence qui inaugurait le projet Place et posture de la littérature québécoise en ligne, il nous avait présenté le philosophe Michel Serres, notamment une conférence qu'il a donnée, il me semble, en 2013, ou en tout cas, elle a été publiée sur YouTube en 2013, Technologie numérique, révolution culturelle et cognitive. Et là, Michel Serres apporte un début de réponse à cette question. Comment se fait-il qu'on confond si bien l'œuvre avec le support? Et c'était la fin de mon introduction, qui est en même temps la première partie. Pour la suite, je vais présenter les idées de Michel Serres sur le couplage support-message. Ensuite, je vais partager avec vous quelques réflexions que j'ai faites au fil des années de ma carrière en observant d'autres organismes culturels qui évoluaient autour de moi, des festivals que je fréquentais. Puis enfin, je vais en arriver à des questions plus larges sur la littérature et, pour terminer, vous présenter quelques projets de Rhizome. Donc, c'est ça. Vous voyez que je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour partager avec vous des questions qui, au final, me passionnent, même si, de prime abord, je ne m'intéresse pas en premier lieu au numérique. Je suis quand même un peu obligé de m'y intéresser, ne serait-ce qu'à cause de l'époque dans laquelle on vit. Et donc, sur le couplage support-message, je ne sais pas si vous êtes familier avec les conférences de Michel Serres. Moi, je suis devenu fan, donc le vendredi soir, alors que je participe à cette guerre des écrans, il se peut que je choisisse une conférence de Michel Serres sur YouTube. Et donc, celle-ci que j'aime beaucoup, comme je vous disais, je vous invite à googler Michel Serres, Révolution culturelle. C'est le vieux monsieur sur fond bleu, vous ne pouvez pas le manquer. Alors, écoutons-le. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de cette quadruple fonction de stocker, traiter, émettre et recevoir de l'information, j'avais devant l'esprit quelque chose comme un couplage entre un support et un message, par exemple. Ce couplage a une histoire. Prenons un peu de recul pour comprendre les nouveautés d'aujourd'hui. Et ce recul sera suffisamment grand pour que j'aille jusqu'au moment où l'humanité n'avait pas encore inventé l'écriture. À cette époque du stade oral, le support, c'était le corps humain. C'était le cerveau et le corps en entier. Le stockage, le traitement, l'émission, c'était finalement le corps, la mémoire, la voix. Les circonvolutions du cerveau. Bref, la totalité de l'organisme humain recevant, émettant de l'information, se souvenant de l'information et le traitant quant à soi. J'aime beaucoup, on dit que le corps humain était le support d'un message. Ben, on peut postuler aussi que le corps humain a été le premier support de la littérature. Laissons ce stade oral et considérons maintenant brusquement une révolution considérable qui se passe, disons, autour du premier millénaire avant Jésus-Christ, 500 ans ou 1000 ans avant Jésus-Christ, révolution concernant l'écriture. L'écriture est le premier support extérieur au corps humain. Or, dès le moment où change le couplage support-message, c'est-à-dire le moment de l'invention de l'écriture, alors, dans nos civilisations, tout change. Invention des villes, invention du droit, invention de l'État, invention de la monnaie, facilitation du commerce, invention de la géométrie. Mais plus encore, coup de tonnerre dans le croissant fertile, coup de tonnerre formidable, invention du monothéisme avec les prophètes écrivains d'Israël, et invention de ce qu'on appellera à partir de là la ou les religions du livre. Vous voyez donc que le spectre de cette révolution est tout à fait considérable et il est d'autant plus stable, d'autant plus important que je vais tout d'un coup le répéter et que je vais le répéter quelque chose comme 2 millénaires plus tard lorsqu'apparaît la deuxième révolution concernant
ce couplage que j'ai annoncé entre le support, le corps humain, puis le papier ou le parchemin, et le message, c'est-à-dire l'information que l'on veut stocker, traiter, émettre ou recevoir. J'aime beaucoup quand il parle des prophètes écrivains. Alors, un petit dernier. Deuxième révolution concernant ce couplage, l'invention de l'imprimerie autour du XVe, XVIe siècle. Et dès lors que l'imprimerie est inventée, la révolution concernant cette nouvelle technologie numéro 2, est exactement la même dans le spectre que je viens de dessiner que la première révolution. Naissance de ce qu'on pourra appeler plus tard le capitalisme, qui est né là à cette époque-là et qui est aussi fils de l'imprimerie, mais naissance surtout de ce qu'on appelle la science moderne, c'est-à-dire la science expérimentale, qui n'est plus la science abstraite des Grecs, qui était fille de l'écriture, mais la science expérimentale, au moment de la Renaissance, est en effet fille de l'imprimerie, mais en même temps, crise extraordinaire sur les religions, puisque la réformation ou la réforme est née précisément à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Luther commence la réforme en disant ce fameux propos « Tout homme et pape une Bible à la main ». Et il faisait tenir à la main cette Bible imprimée. Et la Bible imprimée était désormais à la disposition de tout un chacun qui, du coup, n'avait pas besoin de se référer à une autorité organisée, mais qui était libre lui-même. Et cette liberté va revenir vers les questions d'ordre politique. C'est le début de la démocratie au sens moderne. Et du coup, dans la deuxième révolution concernant le couplage support-message, nous avons de nouveau une transformation complète de la totalité de la culture et de la civilisation considérée. C'est lorsque interviennent des révolutions concernant l'information que les civilisations basculent et se mettent en place de manière nouvelle. Le support écrit a transformé la civilisation de telle sorte que nous avons complètement oublié ce que peut être le stade oral. Le support imprimé a complètement changé la civilisation telle qu'elle était avant le stade imprimé. Je crains fort qu'aujourd'hui nous soyons à un changement de culture tel que ça ne change pas les contenus culturels, que ça ne change pas seulement les contenus scientifiques, que ça ne change pas seulement les contenus de type religieux par exemple ou autres, mais que ça change notre manière de connaître, notre manière de savoir, bref, le cognitif en général. Pourquoi? Parce que ce type de faculté change selon le support. Mariole Lehmann disait qu'il aimait bien on dit souvent que les technologies numériques, c'est affaire de jeunes. Alors là, tu as un monsieur qui est à l'aube de ses 80 ans, qui est le plus enthousiaste et le plus, en tout cas, par rapport à ces technologies-là. D'ailleurs, il s'adresse à une salle qui est remplie de gens plus jeunes que lui et qui sont plus spécialistes que lui en la matière. Et parfois, il faut quelqu'un pour prendre ce pas de recul-là que j'apprécie. D'ailleurs, il prend d'autant plus qu'il propose un point de vue très englobant à l'échelle civilisationnelle, qui est un point de vue qui est peut-être difficile à saisir ou en tout cas à appliquer à des cas concrets tirés de notre quotidien. Bon, il dit « Nous sommes les contemporains d'une civilisation en basculement. Certes, mais encore. Qu'est-ce qui change autour de nous? » Je vais vous proposer quelques observations personnelles, comme je l'ai annoncé, portant non pas exactement sur le couplage support-message, mais on va dire sur support-œuvre ou outil-œuvre, selon les cas, puisque je vais m'intéresser spécifiquement au champ de l'art. Donc, Michel Serres s'intéressait à tous les champs possibles et imaginables. Moi, je vais m'intéresser spécifiquement au champ de l'art, mais pas en littérature dans un premier temps, puisqu'il me semble que ces bouleversements-là, ou ces basculements, pour reprendre le terme de Michel Serres, ont été plus évidents plus rapidement dans d'autres disciplines artistiques. Donc, je vais m'intéresser spécifiquement, dans un premier temps, à deux organismes de Québec, Spirofilm et la bande vidéo. Je vais ouvrir ici une parenthèse rapidement. J'ai parlé d'opportunités technologiques un peu plus tôt. Ce n'est pas d'hier que des artistes se saisissent d'opportunités technologiques pour même faire naître de nouvelles formes. Et donc,
Là, on parle des arts de l'image. La photographie et le cinéma sont nés d'inventions qui n'étaient pas destinées de prime abord au champ de l'art, mais que des artistes se sont appropriés et ils en ont fait de l'art une discipline artistique comme la photographie et le cinéma. Et donc là, je m'intéresse à deux organismes, comme je disais, tous les deux de Québec, sont tous les deux dans le Méduse. Les deux ont plus de 30 ans d'existence. Les deux sont des centres de services à la base. Donc, Spirafilm, là, vous remarquez que Spirafilm a abandonné le film dans le nom. Maintenant, c'est Spira tout court depuis quelques années. Ce n'est pas innocent. Spirafilm s'intéresse au film à la base. Donc, il y a 30, 40 ans, il s'intéressait à toutes les formes d'images en mouvement utilisant de la pellicule. Et la bande vidéo, comme le nom l'indique, travaille plutôt avec des bandes magnétiques et donc de la vidéo. Et qu'est-ce qui les différenciait au départ? Au départ, ça se différenciait fortement. Donc, tourner avec la pellicule, ça coûte cher. Et donc, il y a toute une démarche de création qui s'accommode de contraintes techniques et budgétaires. Donc, pour faire un film, que ce soit un documentaire de la fiction ou un film d'art expérimental, comme Spira en faisait à l'époque, on écrit un scénario, on en fait le découpage, on engage directeur photo, directeur artistique, on éclaire sa scène et on fait en sorte que lorsqu'on dit action, on est le plus près possible pour gaspiller le moins de pellicules possible. Et donc, il y a toute une démarche qui découle de ces contraintes-là, des contraintes que venait alléger une autre opportunité technologique, à savoir la vidéo. Donc, la bande magnétique coûtait très peu cher. Et donc, en vidéo, on peut tourner beaucoup. On tourne, et on peut créer au montage. Donc, l'écriture se fait en même temps qu'on monte. Et donc, il y a une spontanéité, donc il y a une différence dans les démarches. Il y a une différence aussi dans la facture ou l'esthétique. Donc, le grain de la pellicule versus le bruit de la vidéo, le format cinématographique versus le format carré de la vidéo à l'époque. Et donc, qu'est-ce qui arrive maintenant, 30 ans plus tard, alors que les technologies ont évolué et que les supports de ces deux arts-là, qui sont cousins, mais quand même qui étaient distincts, que ces supports se sont dématérialisés, qu'est-ce qui est arrivé? Donc maintenant, il n'y a plus de différence entre les images des caméras, entre les images de film et les images de vidéo. Donc, tout le monde arrive à la même qualité d'image. Donc, cette différence-là, elle est gommée. Ça l'a changé. Il reste la démarche. Donc, il y a d'autres facteurs coûteux au cinéma, donc surtout en fiction. Mais ça va quand même forcer les deux organismes à se redéfinir et se repositionner. Donc, Spira va vraiment s'accoler plus au cinéma. Ils vont graduellement laisser tomber le film d'art, parce que dans le fond, le film d'art de Spira et la vidéo d'art de la bande vidéo se distinguaient par le fait qu'il y avait un en vidéo, l'autre était quand même tourné en pellicule. Maintenant, donc Spira s'est collé davantage au cinéma et s'intéresse plus spécifiquement aux formes documentaires et de fiction, tandis que la bande vidéo, elle, s'est rapprochée des arts visuels. Ils ont ouvert une galerie, ils font des expos d'art vidéo, où là, tu as des books d'art vidéo qui roulent. Il y a même des formes hybrides. Il y a Boris Firquet qui a présenté, c'était des projections vidéo projetées sur Canva peint, et c'était présenté comme de l'art vidéo par la bande vidéo. Quelques années auparavant, Martin Bureau a fait des propositions similaires, mais présentées dans le champ des arts visuels. Donc, même chose, des images vidéo projetées sur des canevas peints. Et donc, là, maintenant, ce qui est présenté par la bande vidéo et soutenu par la bande vidéo serait susceptible d'être présenté, par exemple, à la Manif d'art de Québec, qui est la Biennale en arts visuels de Québec, ou ça pourrait même être présenté au Mois Multi. Parlons-en par ailleurs du Mois Multi. Le Mois Multi est un festival de Québec
qui a plus de 20 ans maintenant. Et comme son nom l'indique, il présente de l'art multi-interdisciplinaire. Dans les années 2000, on disait de l'art technologique. Donc, ça prend la forme de spectacles vivants, d'installations vidéo, d'installations interactives, d'installations sonores, d'œuvres in situ. Dans les années 2000 jusqu'au début des années 2010, ce qui était présenté au Mois Multi était présenté nulle part ailleurs au Canada. Il y avait une singularité quasi absolue du Mois Multi. Maintenant, le paysage culturel a évolué de telle manière que les œuvres qui étaient présentées au Mois Multi sont maintenant susceptibles d'être présentées au FTA, au Carrefour international de théâtre, mais aussi, encore une fois, à la Manif d'art. Ça pourrait même être présenté au FIMAV, le Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui a désormais une portion de sa programmation réservée aux installations audio. Et donc, il y a comme une espèce d'accélération du décloisonnement des disciplines qui peut être provoquée par les technologies numériques. On voit comment des innovations technologiques se sont muées en opportunités pour des artistes et que ça a même fait naître des arts nouveaux ou de nouvelles façons de les pratiquer. Mais on voit aussi des arts, des pratiques. On voit que ces arts-là peuvent aussi disparaître ou se transformer fortement quand ces mêmes technologies évoluent. Puis, je pense avoir démontré qu'en 20-30 ans, donc en très, très peu de temps, le paysage artistique s'est beaucoup transformé par la pression de l'évolution de ces technologies. Ce qui nous amène la question suivante, et la littérature. Pour moi, bon, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup parlé de support, mais l'art utilise aussi des matériaux. Ceux-ci agissent, il me semble, comme une ponction du réel qui est ensuite transformée par l'artiste. Les matériaux du sculpteur, ce serait par exemple le bois, la pierre. Celui du photographe ou du cinéaste, ce serait la lumière. Pour la littérature, ce matériau-là, c'est le langage. Bon, j'aimerais revenir ici sur ce couplage dont parlait Michel Sartre, support-message ou support-œuvre, en rappelant que la littérature est née orale. On voit ici une fresque représentant un cabaret littéraire au Moyen Âge. Or, le fait qu'avec l'invention de l'imprimerie, la forme principale, hégémonique de la littérature, ce soit le livre, l'oralité n'a pas disparu pour autant. Et là, ici, je présente une image d'un cabaret littéraire en 1970. En fait, c'est l'Infonie avec Raoul Duguay, à la nuit de la poésie. Et donc, le fait que les formes principales, je puisse dire que la forme principale d'un art puisse changer, ne fait pas nécessairement disparaître les autres pratiques qui, dès lors, deviennent alternatives. Donc, la littérature, c'est de l'art avec du langage. Le langage, c'est un matériau quand même particulier, c'est un matériau culturel, immatériel, qui est façonné par des générations de locuteurs. C'est un matériau qui se distingue, dont la nature se distingue par, comme je disais, son immatérialité, comparée à la pierre ou même à la lumière, ce qui le rapproche du numérique, justement, qui est aussi immatériel. C'est pour ça qu'on parle de la dématérialisation des supports. Le langage est transversal, donc j'ai dit que le langage, c'est le matériau de la littérature, mais c'est aussi le matériau de nos quotidiens. Nous vivons dans un tissu de langage. On retrouve du langage dans toutes les disciplines artistiques ou presque. On en retrouve au cinéma, au théâtre, etc. Je pense que les écrivains ou les artistes littéraires se démarquent dans leur rapport à leurs matériaux, en fait, qui est un rapport exploratoire, lié aussi à la mémoire et à l'inconscient, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, en fait. Et le langage est vivant.
Et c'est sûrement cette qualité de vivant du langage qui fait qu'une frange des littéraires ont toujours voulu se rassembler et utiliser leur corps comme support du texte et la rencontre comme expérience de la littérature. Comme je disais, les pratiques ne disparaissent pas, mais certaines passent dans l'ombre. Et moi, j'avance que les technologies numériques, sans nécessairement menacer le livre, secouent un peu cet édifice de telle façon que des pratiques qui étaient rendues invisibles par le livre, qui était immense et en avant-plan, redeviennent visibles. Bertrand Gervais parle de voies secondaires qui redeviennent principales. Ça reste encore à démontrer. Ce qui amène à cette autre question. Qu'en est-il de la littérature dite de masse, ou populaire, ou mainstream, ou tout simplement livresque, comme le terme que j'ai choisi pour ma diapo. Livresque, ce qui, évidemment, comprend tout un ensemble d'œuvres expérimentales, conceptuelles, novatrices, etc. Autrement dit, comment est-ce que le numérique affecte la littérature dans son ensemble? Bien, moi, j'avance. Et c'est une opinion, là, donc, j'avance que la littérature, présentement, même sous forme de livre, est déjà numérique. Et j'en veux, pas pour preuve, mais comme exemple, je prendrai la trilogie d'Éric Plamondon, Hongrie, Hollywood Express, Mayonnaise et Pomme S. Ce sont des romans qui n'existeraient pas sans Internet en général et YouTube en particulier. Donc, dans Mayonnaise, il y a la description du pont qui passe au-dessus de la baie où vivait Brotigam, qui tout à coup se met à onduler avant de s'effondrer. Mon ami Yannick Renaud avait vu cette vidéo-là dans un cours d'art, pas dans un cours d'art, mais dans un cours de sciences au cégep. Il m'en avait parlé, mais il n'y avait aucune référence. Mais ça avait fortement marqué mon imaginaire. Et c'est en lisant Mayonnaise que j'ai pu avoir suffisamment de mots-clés pour faire la recherche et tomber sur la vidéo, en fait. Donc, c'est intéressant parce qu'en lisant cette trilogie, où les chapitres sont très, très brefs, donc la brièveté, c'est un autre élément de la culture numérique, on peut faire le chemin inverse. Donc, l'auteur va d'Internet au texte et nous, en le lisant, on peut aller du texte à Internet et retrouver la vidéo du pont qui ondule ou retrouver cette publicité de Macintosh qui est mentionnée dans Pomme S. Je pourrais aussi nommer l'exemple de La vie littéraire de Mathieu Arsenault. Donc, tout le texte repose sur une narratrice qui se demande comment contribuer à la littérature au sens noble du terme, quand tout le savoir universel de tout temps est disponible dans ton téléphone. Comment est-ce qu'on fait dans cette surabondance de signes, de symboles, d'objets culturels? Comment est-ce qu'on fait pour contribuer? Cette anxiété-là, qui est à la base même du livre, elle est numérique. Donc, on voit comment, on va dire, la réalité numérique s'insère dans les livres qu'on lit, dans les nouveautés littéraires. Mais attendez un petit peu que je me retrouve où je suis rendu. Là. Mais j'avance aussi que la vie numérique dans laquelle on est en train de vivre et qui est encore en train d'évoluer change la façon qu'ont les écrivains d'habiter l'espace public, ce qui modifie les modes d'accession à la reconnaissance littéraire, donc la reconnaissance par les pairs. Quand j'étais étudiant sur les bancs de l'Université Laval, ma professeure Marie-André Baudet disait que les revues constituaient le tremplin vers l'institutionnalisation, autrement dit vers la reconnaissance par l'édition. Donc, on devient écrivain officiel en publiant et on y accède en publiant d'abord en revue parce que c'est plus facile, on fait circuler son nom, on se fait connaître un peu. Ce chemin-là, qui est resté le même très longtemps, est en train de changer. Et donc, là, il y a l'exemple extrêmement connu de Rupi Kaur, l'autrice ou la poète de Milk and Honey, qui était déjà une vedette qui était célèbre que par son compte Instagram. Elle était repérée par un éditeur je dirais, sa célébrité Internet garantissait le succès commercial du livre. Donc, c'était
un autre mode d'accession à la reconnaissance littéraire, puis dans ce cas-ci au succès commercial, en poésie, ce qui n'est pas rien. Mais il y a d'autres exemples. Je prendrai l'exemple de Maude Veilleux, qui a une démarche d'autoportrait sur Instagram qui avance en synergie avec sa démarche d'écriture, qui elle-même est en synergie avec sa démarche performative. Et donc là, il y a vraiment une interconnexion entre habiter des espaces web, habiter la littérature, habiter son corps, dans le cas de sa démarche performative. Autre exemple, Daphné B, qui a encore une autre façon d'habiter, de faire cohabiter des idées, des espaces littéraires et privés, etc. Et puis, est-ce que j'avais un autre exemple? Je ne me souviens plus. Non, j'étais rendu au point suivant. Permettez que je prenne mon souffle. Que fait Rhizome, au fond? Donc, on a abordé tous ces sujets-là. Je reviens à Rhizome. Que fait Rhizome, au fond? Avec Rhizome, nous explorons un support ancien de la littérature, le corps, dans un contexte où les technologies sont mouvantes, évoluent rapidement et apportent tout un lot de possibilités nouvelles que nous exploitons surtout sur le plan dramaturgique et ou pour l'invention de dispositifs qui sont peut-être nouveaux ou en tout cas, on l'espère, innovants. Que faisons-nous au fond? Nous faisons de l'art expérimental, comme avant nous les dadaïstes, les lettristes, les futuristes, les membres de l'Oulipo, des poètes comme Henri Chopin, Bernard Heitzick, mais aussi Raoul Duguay, et plus près dans le temps, René Gagnon, Hélène Matte, Chantal Neveu, Jonathan Lamy. En France, il y a tout un courant que je découvre petit à petit de poésie performance qui évolue complètement en silo de la littérature institutionnelle. Et d'ailleurs, bon, parenthèse, j'ai nommé Bernard Heitzick. Bernard Heitzick, ce serait avec d'autres le père de la poésie sonore qui va ensuite rebaptiser la poésie action. C'est un des premiers, justement avec Henri Chopin, à utiliser un magnétophone en 1959 pour créer des boucles de sa voix qu'il va intégrer dans des lectures performances où il exploite le souffle, le corps, beaucoup, qu'il appelait des poèmes partitions. Il va faire ça pendant toute sa carrière et il va financer sa carrière artistique avec sa carrière de monétisation, comme diraient nos amis d'Alto. Il était banquier. Il va d'ailleurs intégrer le vocabulaire de la banque dans des poèmes. Donc, il y avait des vases communicants entre ces deux vies, donc sa vie de banquier et sa vie de poète performeur. Il va venir d'ailleurs à Québec, invité par... il y avait un festival itinérant de poésie performance qui s'appelait Polyphonix à l'époque. Et le lieu à Québec va être l'hôte d'une édition de Polyphonix en 1993 et Bernard Heitzick sera là. Moi, j'ai découvert l'existence de Bernard Heitzick en 2014, 3 semaines après sa mort, en voyant un documentaire sur sa vie et son œuvre, co-réalisé par mon ami Philippe Franck de Transculture. Et donc, en 1973, quand Roland Barthes publie Le plaisir du texte, donc un ouvrage dans lequel Roland Barthes appelle de ses voeux une écriture à haute voix, il semble ignorer complètement que Bernard Heitzick faisait déjà ça depuis plus de 20 ans dans la même ville que lui. Et donc, j'avais promis de parler de la résilience des pratiques alternatives en littérature. Donc, malgré des formes qui se sont imposées très, très fortement dues à des innovations technologiques, comme l'a démontré Michel Serres, ces formes-là n'ont jamais cessé d'exister. Ce que fait Rhizome n'est pas nécessairement nouveau. Bon, à côté des exemples que j'ai donnés, il y a toute une histoire de la littérature numérique, interactive, hypertextuelle, générative ou autre. J'aimerais bien vous en parler, mais je ne connais pas ça, en fait. Donc, mais il me semble quand même que ça s'inscrit dans la frange avec toutes les formes expérimentales des artistes saisissant des opportunités technologiques, conceptuelles ou autres. Il me semble aussi, par ailleurs, que l'enjeu numérique n'est pas tout à fait là. Donc, le rapprochement que je ferais, c'est que le numérique, comme le langage, a des propriétés transversales. Et ce sont ces propriétés que j'ai exploitées dans la création
à travers les projets de rhizome. Puis je vais vous donner un exemple. Donc, peut-être que vous reconnaissez cette image, elle est employée en début de présentation. C'est Karl Lacharité dans un lac asséché au Mexique qui s'essaie à la danse. Donc, le poète Karl Lacharité qui s'essaie à la danse. C'est un projet, là, on est en résidence au Mexique dans le cadre d'une coproduction avec la Compañía de Danza y de Arte Escénico de Colima. Et c'est un projet croisant poésie, danse et nouvelles technologies. On employait encore ce terme-là à l'époque. Dans le cadre de ce projet-là, qui convoquait aussi le poète mexicain Cristobal Barreto, qu'on voit ici avec ses avatars vidéo, Karl avait écrit un texte qui s'intitule « Le vivant » et qui retrace les origines du vivant, de la cellule à la communauté, en passant par la fougère et toute forme alternative. Et le texte commence avec des pronoms indéfinis. Ça palpite, ça se morcelle, ça se divise. Et le texte avance comme ça, assez dense. Et puis à un moment donné, il y a un « nous » qui émerge. Nous, les plus pauvres, creusions aussi. Et ce nous-là arrive comme une claque, et c'est la communauté qui arrive. Donc, on a fait un premier spectacle qui s'intitulait Paraquedar pour rester humain, qui était un diptyque. Donc, il y avait la partie avec Karl Lacharité, avec la danse, les panneaux que vous voyez là, qu'on utilisait différemment dans le cas de Karl que pour Cristobal. Ensuite, ce projet-là continué, ce texte-là de Karl Lacharité a continué de nous habiter. On s'est dit, Karl invoque la communauté dans ce texte-là. Est-ce que ça ne devrait pas être une communauté linguistique? Dans le sens où c'est un poème, c'est construit du langage, et donc le langage est façonné par des communautés de locuteurs. Est-ce qu'on ne devrait pas aller à la rencontre de ces gens-là? On s'est dit, comme c'est un texte sur les origines, on devrait faire un projet qui porte sur les origines du langage. Puis là, on avait l'idée d'aller aux origines, de visiter des façons de parler qui seraient en amont ou en aval du français normatif. Donc, en amont, ça pourrait être le breton ou l'occitan. En aval, ça pourrait être le créole ou le chiac. Et donc, la tournée Le Vivant est née. On est allé à Port-au-Prince, on est allé en Matanie, on a fait des villages autour de Matane, où on faisait lire à des gens rencontrés dans la rue 5 poèmes de Karl Lacharité. Et on intégrait ça à une lecture performance avec le musicien Éric Dorion. Et puis plus tard, ça va donner le projet Vocalité vivante. Donc, Vocalité vivante, on s'est dit, on a fait quelques stations comme ça. On était à Port-au-Prince, on était en Matanie, on était à Caraquette. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire carrément un parcours d'art relationnel poétique dans la francophonie canadienne? Et là, on voit le trajet qu'on a fait. Et c'est là où on reconvoque un esprit plus numérique et, j'ai envie de dire, transmédia, parce qu'il y avait Jean-Yves Fréchette qui voyageait avec nous, qui était le correspondant médias sociaux du projet, qui publiait des textes sur les réseaux sociaux au fur et à mesure qu'on se baladait. On publiait des vignettes vidéo. Donc, partout, vous voyez des chiffres. Vous pouvez trouver, ce site-là, c'est vocalité pluriel.ca. Donc, vocalite avec un S.ca. En cliquant, là, partout, il y a des chiffres, ça veut dire qu'il y a 11 publications dans le sud de la Nouvelle-Écosse, par exemple. Il y en a 4 au centre. Et donc, on a rencontré toute une panoplie de gens à qui on faisait lire toujours les mêmes 5 poèmes de Karl Lacharité. Et puis, c'était vraiment très, très riche comme projet. Donc, et puis, dans chaque province, on présentait le spectacle performance dans lequel on intégrait les locuteurs de la province ou des lieux visités dans cette province-là dans le spectacle qu'on présentait sur place. Et à la fin, on a présenté un spectacle synthèse à Québec qui est disponible dans son entièreté sur ce même site, Vocalité vivante, vocalité.ca. On l'a présenté à Québec, le spectacle synthèse. Et il y avait un cinéaste qui faisait partie de la caravane, qui s'appelle David Ricard, qui a fait un long métrage documentaire sur la démarche.
Et ben, pour le plaisir de la chose, je vais vous présenter, il me semble qu'il s'appelle Eugénus, le boucher de l'épicerie de la Roche-Blanche à Caraquette. Oui, je lis un texte. Je lis un texte, un poème. Si je te regarde là-bas ou que je regarde là? Ouais, si je la regarde là, je ne pourrais pas regarder là, là. Attendez. Allez, je finis là à lire. Je sens que je savais lire. Je sens que je savais lire. OK, c'est beau. Y a-t-il des mots acadiens là-dedans? Oui, il y en a. On y va? Ce que j'aime aussi, ça faisait déjà quelques années que je travaillais avec Éric Dorion. C'était la première pièce douce que je n'ai jamais entendu composer. Il en a fait d'autres par la suite, mais donc celle-là, elle était douce. Et puis c'est la pièce qu'il avait composée au Mexique 10 années plus tôt qui a vraiment accompagné ce projet-là. Et qui, le texte en tant que tel, n'a pas bougé en 10 ans. C'est vraiment l'interprétation du texte qu'on a approfondie année après année, projet après projet, pour vraiment toucher différemment des enjeux d'art actuel, en fait. Maintenant, je vais parler d'un autre projet, puis je vais revenir à cette idée. Bon, j'ai parlé du besoin qu'une pensée critique accompagne la pratique, mais il y a aussi le besoin d'une pensée sociale. Et donc, ce projet que je vais vous présenter s'inscrit dans la catégorie implication citoyenne des activités de réseau, même si ce serait plus juste de dire implication sectorielle. Et c'est un projet qui découle du projet Place et Posture de la littérature québécoise en ligne, dont j'ai parlé plus tôt. Il y avait eu un comité de travail découvrabilité issu de la communauté de pratique de Place et Posture, qui avait réfléchi à un projet en découvrabilité qui répond au fait que les technologies numériques, ou en tout cas, le bouleversement numérique qu'on est en train de vivre, opère un dédoublement des espaces. Enfin, c'est mon interprétation. Un dédoublement des espaces de représentation, de socialisation, d'échange d'informations et d'échange de biens. Et donc, ce projet, Créer du lien, pour une plus grande découvrabilité des arts littéraires québécois et aussi au Canada francophone. C'est un projet qui vient, qui suit des questions qu'on se posait. Donc, des questions comme comment se fait-il qu'avec tous ces nouveaux outils qui continuent d'être rendus disponibles, la charge de travail augmente. Une autre question, c'est contrôlons-nous l'image que nous projetons de notre littérature? Et donc, deux questions qu'on s'est posées dans le cadre de Place et Posture et que ce projet Créer du lien vient peut-être répondre un peu à des besoins qui avaient été identifiés. Un projet qui a 4 volets et qui vise à investir la constellation Wikimédia. Donc, pendant le projet Place et Posture, Clément Laberge était venu nous expliquer que une page web a un recto et un verso. Le recto s'adresse aux humains, le verso s'adresse aux robots, des robots de moteurs de recherche comme ceux de Google, qui vont moissonner des grands sites qui colligent des informations ouvertes et partagées, dont Wikipédia, mais aussi la World Library Truc, où il y a tous les ISBN et les ISNI, etc. Et ces informations-là sont extrêmement importantes pour les suggestions de recherche, les suggestions de réponse. Donc, quand on fait une recherche,
À gauche, on a les résultats, mais à droite, on a une suggestion de réponse qui est unique dans une infobox. C'est aussi la réponse qui va être donnée quand on pose la question à Siri ou à Google Home, par exemple. Si on demande « Dis Siri, en quelle année Leonard Cohen est né? » Ben là, mon téléphone va me répondre. Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour « En quelle année Léonard... » Merci, Siri. Bon. Et donc, et Clément Laberge a amené cette question-là. Donc, est-ce que la littérature québécoise est découvrable ou même repérable sur Internet? Si je cherche polar et jazz, par exemple, est-ce que des auteurs québécois vont ressortir? C'est un projet qui est en 4 volets. Un volet Wikipédia, un volet Wikimedia Commons, un volet Wikidata et un volet qui s'intitule comme le projet Créer du lien. Donc, dans le volet Wikipédia, l'enjeu, c'est de créer ou bonifier 500 articles portant sur des écrivains québécois ou canadiens francophones. Dans le volet Wikimedia Commons, c'est la médiathèque de Wikipédia. C'est là où on va avoir toutes les photos, mais aussi les documents audio, vidéo, etc. Donc, le volet Wikimedia Commons, c'est de mettre en place des tapis rouges. On va prendre des photos de qualité et libres de droit d'écrivains québécois ou canadiens francophones le plus possible, parce que présentement, il y a très peu de photos de bonne qualité des écrivains québécois. Le volet Wikidata, le volet qui s'adresse aux robots. Dans ce volet-là, on veut téléverser l'équivalent de 1500 profils d'écrivains. Autrement dit, c'est la base de données de l'île littérature.org de l'UNEC au complet qu'on va aller téléverser sur Wikidata. Et le volet Créer du lien vient répondre un peu à cette question. Comment se fait-il que la charge de travail augmente alors qu'on a de plus en plus d'outils? Je suis sûr que vous avez tous vécu ça. Vous cherchez une biographie d'auteur, vous entrez le nom. Là, vous avez plusieurs résultats. Vous êtes obligé de faire une étude comparative pour savoir laquelle est la plus récente. Ou alors, on a fait un projet avec tel écrivain il y a 10 ans, et là, on a une biographie qui n'est plus du tout à jour sur notre site Internet, et c'est impossible de repasser sur tous les écrivains pour tous les mettre à jour parce que ce serait trop de travail. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens, à travers les technologies numériques, justement, de mutualiser des efforts en tant que milieu pour travailler tous ensemble, pour maintenir une information juste, à jour, intéressante et accessible sur la littérature québécoise et la littérature canadienne francophone. Puis plus on avance dans ce projet-là, plus on se rend compte que l'objectif principal du projet, ce n'est pas de créer 500 fiches ou de bonifier 500 fiches, 500 articles d'écrivains. Ce n'est pas de téléverser nécessairement des données dans Wikidata, mais c'est vraiment de créer un effet d'entraînement. Présentement, la majorité des articles de qualité portant sur la culture québécoise sur Wikipédia portent sur le hockey. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité de wikipédistes québécois qui s'intéressent au hockey. Donc, l'idée, c'est d'arriver à encourager la formation d'une communauté de wikipédistes québécois et canadiens intéressés par la littérature qui vont prendre en charge et embrasser ce projet communautaire et bénévole d'encyclopédie universelle. C'est le rêve de Diderot qui se réalise, il faut l'investir. C'est là qu'on embrasse une philosophie qui est vraiment numérique autour des données ouvertes et partagées. J'ai fini. Je vais quand même formuler une conclusion. L'art expérimental est là pour rester. Il a toujours été là et il est là pour rester. Je considère que moi, mon travail s'inscrit de ce côté-là et qu'il est nécessaire dans un écosystème de l'art en général et de la littérature en particulier que les arts dits populaires et les arts expérimentaux ont besoin l'un de l'autre. On se fait évoluer l'un l'autre, on s'emprunte des idées et que c'est important. Mais que la question qui se pose en termes de numérique, en fait, la vraie question qui se pose, c'est quels seront l'impact de ces technologies et de ce changement culturel sur l'ensemble de l'écosystème littéraire. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Simon, pour cette présentation riche. On sent une réflexion vraiment de longue haleine sur
la littérature, l'utilisation de la littérature. Évidemment, l'introduction, c'est étrange de te classer tout de suite en tant qu'imposteur dans le milieu certainement pas dans le milieu de la littérature, en tout cas. Non, dans le milieu numérique, je veux dire. Dans le milieu numérique. mais on ne compte pas le nombre de projets numériques que tu as mis en place. Effectivement, comme tu le dis, moi, je veux dire, tu t'insères dans un milieu et tu joues avec la technologie des autres. Tu as traversé un ensemble de phases d'expérimentation avec les outils pour la scénographie. Pour rappel, on t'avait aussi invité à un atelier portant sur la scénographie interactive avec le financement d'Emploi Québec. J'ai trouvé très drôle l'emploi du terme scénographie, d'ailleurs. Bien, quelqu'un qui met en scène des spectacles de littérature, c'est quand même c'est de la scénographie. C'est intéressant aussi de soulever aussi comme la présence, l'écrivain dans l'espace, le rôle, l'interaction, le texte, la lumière, le son. Je pense que c'est à travers différentes productions, on a vu quelques photos de Fade Out. On a vu aussi, on n'a pas vu d'extrait de Mauve Désert, mais c'était vraiment un spectacle multimédia, la mise en œuvre de Mauve Désert de Nicole Brossard. Il y a la question de la multidisciplinarité est aussi intrinsèque à ta pratique. Et c'est intéressant de l'avoir soulevé parce que la question du livre numérique est intimement liée au caractère multidisciplinaire de l'auteur, l'écrivain, l'écrivaine. Alors, c'est intéressant d'avoir mentionné aussi la question de la reconnaissance des écrivains qui passent traditionnellement par le livre et qui passaient ensuite par les revues pour se faire voir dans le livre, comme l'avait énoncé la professeure de l'Université Laval. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui est inscrite. On en a discuté lors du webinaire avec l'Union des écrivains du Québec. La question de la reconnaissance à travers le livre est en quelque sorte inscrite dans le statut de reconnaissance du statut d'écrivain au sens de la loi. Alors, c'est sûr que ça pose des questions. Là, à partir du moment où quelqu'un a une pratique diversifiée, comme par exemple Maud Veilleux, et que cette pratique-là, finalement, s'inscrit dans une démarche d'artiste performance où l'écriture devient aussi un élément indissociable, devient corollaire à son champ de pratique, immanquablement, cette personne-là devrait intégrer l'Union des écrivains, moyennant paiement. Mais il n'y a pas de... C'est sûr qu'il y a ces espèces de zones grises dans l'art interdisciplinaire, ces zones grises dans la pratique de la littérature hors norme. La création numérique aussi est un peu... le milieu de la création numérique est aussi orpheline d'associations professionnelles parce que ça ne rentre pas nécessairement à la Société des auteurs de la télévision et du cinéma, ça ne rentre pas vraiment à l'Union des écrivains. Fait que c'est un peu... fait que là, c'est ça, il y a d'autres organismes de représentation comme le Conseil québécois des arts médiatiques, mais c'est pas la même chose. On a exploré un peu ces zones-là de flou, de reconnaissance officielle à travers les différents webinaires. C'est ça, j'aimerais laisser la place. Il reste quand même peu de temps. J'aimerais voir, en fait, ce sont de belles initiatives que vous avez mises en place, notamment autour de ce projet-là qui est assez innovant, visant la reconnaissance des arts littéraires. Déjà, la définition du terme des arts littéraires est en soi une belle réalisation. Mais la mise en œuvre d'un projet technologique de reconnaissance à travers le projet Wiki est aussi une excellente initiative. Alors, je laisse la parole aux gens du public.
va ouvrir la discussion avec Simon Dumas. Sinon, si quelqu'un a une question, interrompez-moi, là, mais Michel a soulevé plusieurs choses là, sur lesquelles j'aimerais rebondir. Là, sur l'imposture, en fait, l'imposture, c'est une image, on va dire comme ça, que je défends depuis peut-être même le forum sur la création littéraire au Québec, où je dis, justement, dans un contexte de décloisonnement des disciplines artistiques, un artiste de telle ou telle discipline devrait pouvoir emprunter le langage et les outils de telle autre discipline et les faire siens. Et donc, il y a cette notion-là d'imposteur. Un metteur en scène m'a déjà dit « Moi, je fais un métier qui existe » en sous-entendant que le mien n'existait pas. C'est-à-dire que mon métier n'a pas de tradition, contrairement à celui de metteur en scène de théâtre, par exemple. Donc ça, ce n'est pas inintéressant, mais justement, de se positionner sciemment dans une espèce de no man's land disciplinaire, c'est une posture expérimentale qui vient juste avec des inconvénients, justement, où tu ne peux pas identifier exactement qu'est-ce qu'on fait. À propos du Désert Mauve, en fait, pourquoi est-ce que le spectacle Désert Mauve, qui est un spectacle qui convoque vraiment le cinéma, qui est une sorte de fondu enchaîné entre la conférence littéraire et le film de fiction, pourquoi est-ce que ce n'est pas un projet numérique? Ça aurait été un projet numérique dans les années 2000, mais c'est parce que le terme évolue. Moi, je pense que le terme numérique est transitoire, en fait. Les outils qu'on utilise et qu'il fallait développer ou coder avec des artistes encodeurs dans les années 2000, les outils qu'on utilise pour faire le Désert Mauve, maintenant, c'est des logiciels qu'on achète tout fait. Il y en a une panoplie, tu as le choix. Tu peux le faire à la maison pour le plaisir du mapping chez toi. Donc, les enjeux artistiques du Désert Mauve sont des enjeux de cinéma, de théâtre et de littérature. Ce ne sont pas des enjeux numériques. Ça aurait été des enjeux numériques 15 ans auparavant. Donc, c'est ça ce qui me fait penser que moi, je pense que le terme numérique accolé à art ou à culture, c'est un terme transitoire. Il n'y a plus personne qui dit la photo numérique. La photo, elle est par défaut numérique. C'est à l'inverse, un photographe qui utilise l'argentique, il va dire « moi, je fais de la photographie argentique ». C'est de la même façon que quand l'imprimerie a été inventé, le livre s'est imposé à tel point qu'on a confondu livre et littérature, on va dire le milieu du livre contre le milieu de la littérature. Puis l'oralité est devenue alternative, mais là, en photographie, c'est ça. Donc la photographie, elle est d'emblée numérique, et puis c'est l'argentique qui est devenu alternatif. Donc, un photographe qui fait de l'argentique va dire « moi, je fais de la photo argentique ». Un photographe qui utilise une caméra numérique ne va pas dire « je fais de la photographie numérique ». Il me semble, en tout cas. Donc, c'était les petits points là, pour répondre à tes observations. Donc, Désert Mauve peut être qualifié facilement de spectacle multimédia, parce qu'il y avait beaucoup de projections, tout ça. Mais ça reste, il n'y avait pas aucune interactivité, il n'y avait pas d'intervention logicielle, il n'y avait pas de dynamique, il n'y avait pas de réinterprétation par un logiciel pour que l'œuvre soit publique. Donc, c'est des technologies, mais c'est des technologies que le théâtre s'est déjà appropriées. Donc, c'est ça qui est arrivé au Multi, en fait. Donc, de la vidéo dans un spectacle de théâtre, maintenant, il y en a plein. Donc, dans les années 2000, du mapping, de la multiprojection vidéo, de la spatialisation vidéo, même de l'interactivité, on peut appeler ça de l'art multi, de l'art technologique, etc. Mais là, maintenant, ça se fait au théâtre. Ça se fait en programmation régulière de théâtre. Donc, c'est du théâtre. Donc, il faut revenir, j'ai l'impression qu'on va revenir à des définitions vraiment plus larges et ontologiques de ce qu'est une discipline artistique. Comme par exemple les arts visuels ou les arts de l'image. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Donc, les arts de la parole. Nous, on dit les arts littéraires. Les conteurs vont dire les arts de la parole. Donc, clairement, on est en train de vivre une période de transition, selon moi. Mais il y a une autre expression aussi qui est celle de la médiation culturelle numérique. Donc, la médiation culturelle à l'aide des outils numériques. Donc, le cas de Vocalité vivante est vraiment un projet dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a tout le travail de mise en relation humaine
donc d'interaction avec les gens, avec les citoyens, puis parce qu'évidemment, avant de faire lire un poème au boucher, il y a eu un certain travail d'introduction. Et toute cette dynamique-là et le travail de médiation culturelle. Et ensuite, d'insérer ce cadre-là à travers le système. Il y a toute la dimension numérique après, d'intégrer ce travail-là de médiation culturelle à l'intérieur d'une plateforme qui le rend disponible avec des outils de consultation numérique. C'est vraiment un projet de médiation culturelle numérique. C'est quand même c'est devenu une nouvelle forme dans les... Je trouve ça vraiment intéressant que tu abordes ça parce que là, il y a vraiment un glissement. Puis justement, dans le fond, quand on parlait de numérique dans les années 2000, c'était de la vidéo, c'était des dispositifs interactifs, c'était vraiment plus lié au hardware. Et puis maintenant, toutes les machines sont devenues numériques. Donc, les enjeux ne sont plus là. Puis à un moment donné, il y a eu un glissement ou une confusion. C'est-à-dire que là, le numérique, c'était plus le temps les machines, c'était Internet. Et puis là, il y a une seconde confusion, c'est-à-dire que maintenant, le numérique, est-ce que c'est plus tant Internet que les réseaux sociaux? Et donc là, parce qu'on a utilisé tout ça dans la qualité vivante. On a utilisé Internet, on a utilisé les réseaux sociaux, évidemment, on a utilisé les caméras qui étaient numériques. Mais là, quand tu parles de médiation culturelle numérique, tu parles d'Internet en général et des réseaux sociaux en particulier. Et là, on voit comment, puis c'est peut-être là qui arrive, c'est que le terme numérique se précise de plus en plus, en fait. On va peut-être arriver à une définition, finalement. Mais en tout cas, c'est à mon sens, là. Mais est-ce qu'il n'est pas plutôt en train de s'éclater parce que... Oui, peut-être, là. Peut-être qu'il s'éclate. À mon avis, il est en train de disparaître. Quand tout est numérique, rien est numérique. Les paris sont ouverts, mais la technologie semble là pour rester. La technologie est là pour rester, mais ça va faire comme le livre, en fait, elle va devenir transparente. Ou comme l'imprimerie, tu sais, je veux dire, l'imprimé était partout, c'est devenu transparent, tu sais, tu dis pas... Oui, d'où la référence à Daniel Canty, qui a dit que le livre était une technologie. Oui, exactement, c'est ça. Il n'y a plus personne qui pense au livre comme une technologie. Mais les modalités du livre sont confrontées à une grande diversité de nouvelles innovations, mettons. Oui, c'est ça. En fait, c'est confronté, c'est parce que les modèles commerciaux vont changer ou sont en train de changer. Les modèles commerciaux, mais c'est aussi les façons de rendre comme prendre les poèmes puis les faire interpréter, prendre les poèmes de Karl La Charité, les faire réinterpréter, les transformer, les intégrer dans une pratique interdisciplinaire. Je pense que c'est vraiment une démarche originale. Et aussi, tout ce que vous avez provoqué comme rencontre pour développer la pensée, développer le discours avec place et posture de la littérature numérique en ligne, c'est vraiment aussi une très belle initiative, là. Merci beaucoup. Finalement, je pense qu'on n'aura pas de questions. Est-ce qu'on a des interventions? On invite le public à réagir avec Simon Dumas. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé. Merci Simon Dumas. J'aimerais mentionner, on a toujours en ligne un forum, une page Facebook. Je laisse ma collègue Gabrielle introduire cette page collective qui vous est ouverte. Oui. Et on a aussi... Pardon, vas-y Michel. Et on vous annonce un salon aussi de l'édition numérique pour l'automne. Voilà. En fait, c'est un groupe Facebook qu'on a parti au tout début du forum, justement pour un peu allier toute la communauté qui s'intéresse aux différents enjeux là, qu'on a traversés tout au long du forum. Ça s'appelle, la page s'appelle « Mutation, le livre à l'ère numérique, espace communauté ». Je l'ai mis tantôt dans le chat, mais je vais le remettre si jamais certains l'ont perdu, mais qui sont intéressés.
On souhaite vraiment que ça dépasse là, l'objectif promotionnel du forum. C'est sûr qu'on va vous tenir au courant quand on va mettre les vidéos en ligne. Peut-être aussi, on risque de faire du petit soutien à la production cet été, puis du salon de l'édition numérique. Mais n'hésitez vraiment pas à partager vos projets, des projets que vous trouvez intéressants en édition numérique, de vos projets, poser des questions, créer de la discussion. On vous invite vraiment à le faire aussi. Fait que n'hésitez pas, je remets le lien dans le chat. Fait que, merci beaucoup. Je pense que ça va clore le forum. Je ne sais pas si Michel, tu as un petit mot de la fin là, que tu voulais dire ou si on vous souhaite de vous revoir là, dans d'autres événements éventuellement. Michel, tu es sur mute. Tu peux t'ouvrir ton son. J'ai vu dans le chat passé aussi, oui, on a tous on a tous un peu hâte de se voir en personne. Je pense que c'est la grande promesse de l'été. C'est prévu pour l'automne. Et c'est ça, on souhaite tenir le salon de l'édition numérique où est-ce qu'on va pouvoir aller se cacher devant nos appareils pour consulter nos innovations respectives et délaisser nos appareils et échanger en prenant un verre de vin ou des choses comme ça. Et en échangeant face à face, sans mascarade. Alors, ce sont les souhaits qu'on souhaite exprimer avant l'été. Sinon, on a passé 24 webinaires passionnants avec une grande diversité d'invités. C'était chaque fois super intéressant. Merci Simon d'avoir ouvert aussi sur une perspective multidisciplinaire qu'on avait déjà aussi abordé avec d'autres créateurs, concepteurs multimédia. Et l'ensemble des webinaires démontre une grande diversité de pratiques et d'initiatives bien de chez nous. Merci de votre présence tout le monde. Merci de votre collaboration à tous, à toutes.